Salut les mecs, aujourd'hui nouvelle vidéo, encore une fois dans mon canapé mais dans mon salon, hein, on fait ce qu'on veut finalement. Je vous le dis tout de suite, je suis éclaté, je viens de me taper 1 heure de route. On a eu une interview ce matin pour la télé de Toronto, donc voilà, c'était très cool, très sympa. On s'est retrouvé dans un endroit assez incroyable où Taylor Swift en personne avait privatisé la salle. Pour ceux qui sont curieux, c'était là où se passe le Festival international de films de Toronto. C'est l'équivalent du Festival de Cannes version Toronto. Ok, donc aujourd'hui petite FAQ, vidéo très simple encore une fois, mais ouais, je trouve ça intéressant et en plus de ça, je suis désolé, mais on est en plein déménagement, évidemment, c'est difficile de vous faire de la qualité en ce moment, mais une fois qu'on aura déménagé, ça va être cool. En plus de ça, je vais vous montrer un petit peu comment je vais agencer, etc. Bref, je vais continuer à vous montrer ma life pour ceux que ça intéresse, ma vie au Canada. Alors je vous le dis tout de suite, il y a un petit peu de tout, hein, donc je vais répondre quasiment à tout. Alors hypertrophie coach, tu valides? Évidemment, hein, évidemment que je valide. Joseph Bennett, c'est l'une des pointures dans ce monde actuellement en termes d'entraînement, même si il y a des choses, même si je rejoins quand même 99% de ce qu'il fait, de ce qu'il donne. Encore une fois, il y a beaucoup de choses où il oublie la morpho, mais peut-être tout simplement qu'il ne le sait pas ou qu'il n'a jamais pris le temps d'en prendre compte. Donc c'est sûr que ça reste une pointure pour moi, c'est celui qui entraîne, pour ceux qui se posent la question, Terence Ruffin, donc qui a été top 2 Olympia hein, quand même, en classique physique. Et s'il y a un type à suivre, si vous parlez un petit peu anglais, c'est bien Joseph Bennett. Il vous parle non seulement de ce qu'il sait, de ce qu'il connaît, mais en plus de ça, avec expérience, encore une fois. Hein, c'est quelqu'un qui a quand même acquis un certain niveau. Il est capable de vous donner des solutions, non seulement parce qu'il a appris, mais parce qu'il a l'expérience pour vous le dire. Deuxième question, comment prendre des fesses quand on a un point fort quad? C'est pour madame. Eh ben, c'est compliqué. C'est compliqué et à la fois pas tellement. Je vais pas vous donner d'entraînement, mais il va falloir agencer son training de la bonne manière. Évidemment, se concentrer sur les exercices où les quads n'interviennent pas. Donc de toute façon, pas de presse par exemple. Pas de presse, pas de squat. Même si elle a les fémurs longs, bah, j'imagine que si elle a un point fort quad, elle a pas les fémurs longs. Donc encore une fois, tout bête, du kickback, du hip thrust, amené au bon moment, de la bonne façon. Voilà, il n'y a pas 36 000 solutions non plus pour le fessier. Donc voilà, il faut juste le faire au bon moment, de la bonne manière. Et allier évidemment du tempo, de la tension mécanique et de la contraction. Il ne faut pas oublier que si vous avez un muscle en retard, hein, c'est la base. Si vous avez un muscle en retard, il y a très peu d'irrigation puisque votre schéma moteur n'est pas performant. Donc il va falloir non seulement apprendre à congestionner correctement pour ensuite pouvoir mettre du lourd dessus. Hein. C'est tout ce que les jeunes d'aujourd'hui ne comprennent pas, mais c'est pas grave. Ça va prendre un petit moment. Mais quand ils verront qu'ils ne se développent pas de la bonne manière, ils comprendront. Salut Pierre, les causes d'une stagnation sur une séance en particulier. Exemple juste pec. En règle générale, la stagnation, elle vient beaucoup de votre hasard. C'est-à-dire que vous vous entraînez tout simplement au hasard. Vous ne notez rien et vous vous sentez bien, vous mettez de la grosse charge, vous envoyez beaucoup de reps, vous y allez à fond, quoi. Vous éclatez votre système nerveux et vous revenez la semaine suivante et forcément vous n'avez pas la même forme et vous perdez 3, 4, 5 reps même parfois et vous faites que ça, vous stagnez. Parfois vous reprenez 3 reps la semaine suivante, vous en perdez 2, vous en prenez 4, vous en perdez 1 et vous ne progressez pas. Ça c'est tout simplement parce que vous ne faites pas de gains durables. Vous y allez trop fort d'un coup, vous surchargez votre système nerveux et après vous êtes totalement claqué. C'est pour ça qu'on vous dit toujours de vous entraîner à l'échec. Oui, évidemment qu'on s'entraîne à l'échec, mais pas partout. Sinon, vous allez faire que stagner. Si vous vous entraînez à l'échec partout, oui, vous allez progresser les 2 premières années. Après les gars, il va falloir se creuser la tête pour comprendre un cycle de progression, comprendre comment ça fonctionne et vous ne pourrez pas toujours aller à l'échec tout le temps. Il va falloir amener l'échec au bon moment, encore une fois, sur la bonne série, de la bonne manière, soit la première, soit la dernière, ça dépend. Alors je vous dis tout de suite, si vous avez 2 ans de training, n'utilisez pas de top set, back off set. Pour le moment, vous n'êtes pas en capacité d'utiliser ce genre de méthode. Comment prendre des bras? Entraîne-toi. Abonne-toi pour plus d'astuces. Comment gérer une légère asymétrie claviculaire afin de garder un physique harmonieux? Eh bien, ne vous posez pas la question. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Ne vous posez pas la question. Entraînez-vous de la même manière à droite comme à gauche. Éventuellement, faites de l'unilatéral et si vous avez évidemment une différence de force, attendez que votre côté faible rattrape le côté fort et continuez dans ce sens-là. Mais sinon, honnêtement, votre légère asymétrie, il n'y a que vous qui la voyez. Donc vraiment, ne vous focalisez jamais sur une asymétrie, on est tous asymétriques. Conseil pour attraper un point faible épaule, mangez du volume. Mangez
lever du volume, ok les gars, surtout sur les épaules. Les épaules, vous les levez tous les jours, comme les mollets, vous pouvez y aller les gars, c'est pas un souci du tout. Envoyez de la rep, ne vous souciez pas de ce que disent les Science Base, encore une fois, envoyez de la rep. Il y a une année, j'ai fait 48 000 reps, donc de mes 4 à ma 5e année, sur mes épaules, juste en élévation latérale. Donc je ne faisais que des séries de 100 et évidemment j'ai pris de la viande. Si je vous retrouve la photo, je vous la mettrai. Il n'y a que des séries de 100 là-dessus, je n'ai rien fait d'autre, pas de développé militaire, rien, que des séries de 100. Donc venez pas me dire à moi que vous ne faites pas de viande avec des séries de plus de 30 reps. Et j'étais nati, hein, encore une fois. Est-ce que tu comptes traduire tes e-books pour changer de marché? Alors, c'est prévu, mais absolument pas tout de suite. Faudra déjà que, j'espère déjà tous les finir cette année. Ce serait super cool. Après, possiblement, une fois qu'ils seront tous finis, ouais, je pense que je les ferai traduire. Mais est-ce que ça va fonctionner? Encore une fois, il faut être connu à l'international. Je vous avoue que je ne sais pas trop comment, par exemple, Frédéric Delavier a fait pour se faire connaître à l'international. Mais je me dis que s'il a réussi, c'est possible aussi. Donc, évidemment qu'on les fera traduire, mais pas tout de suite. Déjà, le marché américain, anglais, etc., c'est pas qu'il m'intéresse pas. Encore une fois, c'est juste que ils ont déjà bien plus de bonnes informations que nous, les Français. Donc, c'est pas ma priorité, honnêtement. Travailles-tu parfois en collaboration avec Vincent pour tes ou vos clients? Alors, ça c'est déjà arrivé. On ne le fait plus actuellement, mais possiblement peut-être à l'avenir. Après, honnêtement, ça dépend de ce qu'on entend par collaboration, mais vous savez que quand on s'entraîne avec Vincent, on ne parle que d'entraînement, que de diète ou que de chimie. On adore ça, donc quand on se voit, on ne parle que de ça. Donc en fait, c'est un échange perpétuel. Et puis voilà, c'est comme ça aussi qu'on avance chacun de notre côté. Salut Pierre, pourquoi en France les médecins veulent pas te prescrire une prise de sang un peu élaborée? Et bah tout simplement parce que ça coûte cher à la sécurité sociale. Lorsque vous allez chercher une prise de sang, les médecins sont réticents à le faire parce que c'est la sécu qui rembourse. Et oui, mais tout ça, ça coûte cher au pays les gars. Hein, je vais pas parler de politique, mais tout ça coûte très cher et malheureusement on a beaucoup de problèmes en France. Cycle de progression, passage de 4x12 à 4x8, combien augmenter le poids? Alors, vous n'aurez pas le choix en France que d'augmenter de 2 kg par exemple aux haltères, ou alors de 5 kg lorsque vous mettez des plaques. Si vous avez une salle bien équipée, je ne peux que vous conseiller de rajouter 1 kg. Si vous avez la possibilité d'avoir des haltères en livre, évidemment pour les élévations latérales, c'est encore mieux évidemment. Puisque les haltères en livre, ils passent pas de 12 à 14 kg par exemple, hein, ils passent 12, 13, 14. Que penses-tu du CQP en France pour devenir coach? C'est bien et c'est pas bien. C'est bien et c'est pas bien parce que 3 mois évidemment tu ne sais rien, mais en même temps BP 1 an tu ne sais rien non plus. Donc pour celui qui est passionné, qui se renseigne, qui se forme sur des formations privées, au contraire ça peut être très bien, comme ça en 3 mois il est formé et puis il est dans la légalité, etc. Et au moins c'est parfait pour ça. Par contre pour ceux qui cherchent juste un travail pour manger, non, ça c'est une saloperie malheureusement. Et encore une fois j'espère hein, puisque The Rob et Nassim s'étaient serré la main, mais je vois que c'était encore de belles paroles, surtout Nassim qui aujourd'hui a du poids, pourrait très bien changer ça je pense tout seul, mais j'espère un jour avoir assez de poids et assez d'argent pour changer ça. Vous le savez, c'est mon grand objectif de vie certainement, c'est de changer ce putain de diplôme qui est le BP, qui n'a pas été revisité depuis quasiment plus de 20 ans je crois. Surtout quand on sait que certains formateurs qu'on a cités dans la dernière vidéo sont issus d'un mauvais diplôme et qui te balancent des conneries, qui ne s'entraînent pas encore une fois, hein, toujours, mais qui vont t'expliquer comment coacher alors qu'eux-mêmes ont du mal à coacher. Donc voilà, c'est vraiment une saloperie. Quand tu as commencé la muscu, avais-tu déjà des connaissances dans la morpho? Absolument pas. C'est venu très très vite parce que très simplement, pour ceux qui me regardent alors que je me suis entraîné avec eux pendant des années, au bout de 2 mois, j'avais compris que mon développé couché n'était pas comme tout le monde. Tout le monde me disait évidemment, les anciens de l'époque me disaient de toucher les pecs. Moi j'ai vite compris que ça allait pas le faire. J'avais de grosses courbatures au triceps et je voulais comprendre pourquoi, donc je me suis directement très vite informé pour comprendre pourquoi je n'avais pas les mêmes résultats et pourquoi surtout je ne progressais pas aussi rapidement que les autres en force sur le développé couché. Donc en fait c'est en s'intéressant au développé couché que par la suite j'ai vite compris aussi que sur les autres exercices j'allais pas forcément faire comme les autres, hein, c'est de la logique. Donc c'est venu très vite et puis à partir de là je suis tombé sur Rudy Koya et j'ai commencé à noter tout ce que je faisais à partir de 2 mois d'entraînement jusqu'à maintenant en fait. Même si maintenant je note beaucoup moins, je note surtout mes gros exercices. Je me focalise surtout sur mes performances maintenant, mais c'est différent. J'ai 12 ans de training maintenant, hein, j'ai pas 2 mois, donc c'est une approche différente. Maintenant on se connaît en fait tout simplement. Ça t'est déjà arrivé d'arrêter une collaboration avec un client? Oui, c'est arrivé déjà plusieurs fois. Alors honnêtement c'est quand même
très rare, mais l'année dernière, j'en ai eu un seul. Et en règle générale, c'est parce que ce sont des gens qui savent mieux que moi. En fait, c'est tous les coachs vous le diront, mais c'est très agaçant lorsque il y a quelqu'un qui vient pour demander vos services et que ces personnes-là savent mieux que vous. Non, c'est chiant. C'est comme si tu faisais appel à un carreleur et que tu voulais lui apprendre son métier alors qu'il est en train de carreler ta salle de bain. Personne ne va aimer ça. C'est très très agaçant, mais c'est quand même très très rare. Encore une fois, cette année, j'en ai eu qu'un seul. Et le plus souvent, ce sont des gens quand même qui sont très très toxiques. Donc maintenant, j'ai la chance de pouvoir trier et de choisir avec qui j'ai envie de travailler. C'est quand même une grande chance, je m'en rends compte. Mais évidemment, courage à ceux qui n'en sont pas là et qui doivent se coltiner des casse-couilles. Hommes comme femmes, hein, évidemment. Faut-il mettre lourd sur les exercices d'isolation? Il faut plutôt privilégier le ressenti. Bah encore une fois, ça dépend. Ça dépend si c'est un point faible ou non. Forcément, l'approche n'est pas du tout la même. Sur mes exercices d'isolation actuellement, j'arrive par exemple à pumper très rapidement sur les pecs. Je réduis mes séries entre 12 et 20 reps, pas plus, mais il m'est arrivé pendant longtemps de monter jusqu'à plus de 30 reps. Mais les exercices d'isolation, c'est pour moi parfois des mouvements très dangereux, mine de rien, si vous amusez à mettre lourd. Donc c'est pour ça que le plus souvent, je mets quand même des séries relativement longues. Déjà d'une, parce que c'est plus facile de progresser, encore une fois. Hein. C'est beaucoup plus simple de passer de, je sais pas moi, 14 à la 15e répétition, plutôt que de 6 à 7. Hein. Encore une fois, c'est du bon sens. Hein. Vous développez pas du tout la même force pour faire ce drop-là. Donc voilà, je privilégie quand même beaucoup les séries longues sur les exercices d'isolation. Mais en fait, tout le monde, hein, c'est juste du bon sens, les gars. Mais au final, on dit lourd, pas lourd, oui, ok, mais par exemple, quand je fais une série de 20, à la 17e, je me demande comment je vais arriver à 20. Bah ouais, faut quand même, c'est de la musculation, au bout d'un moment, faut en chier. Hein. Finir ces cycles de training par une phase d'overreaching et de deload est optimal. Alors, il me fait référence à la vidéo de Nassim sur les cycles de progression. Je ne l'ai pas vu, mais là, comme ça, je te dirais bien que oui et non. Ça dépend de toi. Donc, si Nassim a généralisé ça pour tout le monde, c'est faux. Ça dépendra uniquement de vous, de ce que vous êtes capable d'encaisser ou non, et si vous avez besoin d'un déload ou non. Tout le monde n'en a pas besoin. Vincent en a besoin, hein. Moi je n'en ai pas besoin. Et au final, aller loin dans l'effort, puis derrière faire une phase de pause, si tu y penses bien, ça revient à la même chose que de ne pas aller loin dans l'effort et puis ne pas faire de pause. Tu parles rarement des rires pas importants pour toi. Eh ben si, c'est la base. Mais encore une fois, je vous réfère à ma vidéo sur la surcharge progressive où j'ai expliqué comment gérer vos répétitions en réserve. Encore une fois, la gestion de vos répétitions en réserve est totalement différente si vous êtes débutant, si vous êtes intermédiaire ou avancé. Ce n'est absolument pas la même chose. C'est quoi les différentes causes d'une perte de force sur un exercice et comment l'éviter? Eh ben, je vous l'ai dit tout à l'heure, tout simplement, notez et n'allez pas vous entraîner au hasard. Et surtout, et là je vais à l'encontre d'absolument tout ce qu'on vous dit sur TikTok, Instagram ou tout ça, lorsque vous faites un cycle de progression, je vous l'ai déjà dit pour certains, mais lorsque vous avez, je sais pas moi, 4 x 10 de prévu, ok, c'est ce qui est prévu normalement, c'est ce que vous devez faire pour progresser, pour valider votre progression. Si vous vous amusez à faire 1 x 12, 3 x 10 sous prétexte que c'est passé, certains d'entre vous vont crash, tout simplement. Alors je crois que c'est Lucas Gouif qui va à l'encontre de ça, ça a certainement jamais dû lui arriver, mais certains d'entre vous vont crash en perte de force. C'est pour ça que je vous dis d'être patient, d'augmenter vos reps une rep par une rep si vous êtes intermédiaire. Parfois évidemment si vous êtes débutant, 2 reps, 3 reps, 4 reps même, ça passe sans problème. Mais si vous êtes un intermédiaire ou un avancé, une rep par une rep, ça suffit amplement à surcharger votre système nerveux et votre muscle, ça suffit. Et au moins vous serez capable, encore une fois, la semaine suivante, d'aller encore une rep plus loin, plutôt que de crash et de perdre 3 reps. En fait, ce que vous avez du mal à comprendre pour certains, c'est qu'il faut être patient. Il faut être patient. C'est pas parce que vous êtes bien, que vous vous sentez bien, qu'il faut absolument tout péter. Alors je sais, ça va en faire en criser certains, mais c'est la vérité. Certains d'entre vous, si vous faites ça, vous allez crash, c'est tout. Vous allez mettre du temps à récupérer parce que vous récupérez plus difficilement que les autres, et la semaine suivante, vous allez perdre des reps, voire même perdre de la charge. Vous allez sortir votre barre, ça va vous sembler incroyablement lourd. Pourquoi? Parce que la semaine d'avant, vous avez été trop loin. Pourquoi tu n'as pas commencé YouTube et la contre-argumentation avant? Eh bah, par manque d'expérience, tout simplement. Je ne pouvais pas vous faire ce que je fais là actuellement si j'avais 3 ans de training. C'était pas possible. C'est du bon sens, en fait. Je ne pouvais pas vous donner de l'expérience, des connaissances, si j'avais que 3 ans de training. Encore une fois, alors évidemment, si, en fait, j'aurais pu, mais ça aurait été totalement biaisé. Et en plus de ça, ça aurait correspondu qu'à une minorité d'entre vous. Et tout ce que je vous aurais dit n'aurait pas été totalement vrai. Que là, maintenant, j'ai mine de rien 12 ans de training, ça commence à faire. Et je peux totalement nuancer mes propos, vous dire que oui, dans certains
certains cas, ça va le faire. Non, dans certains cas, ça ne va pas le faire. Tout simplement parce que j'ai acquis de l'expérience. Donc, toutes ces années où je n'ai rien fait, bah, tout simplement, je me suis formé encore une fois. Et puis, j'ai appris, tout simplement. J'ai appris aussi à la salle. Hein. C'est par là que ça se passe. Hein. Jeûne intermittent, 16-8 heures. C'est un oui ou c'est un non? Bah, tu sais, quand tu dors 8 heures, 9 heures. Bah voilà, ton jeûne intermittent est fait. Peut-on avoir ton avis sur la routine à la mode pec, dos, épaules, bras, jambes? Vous voyez, si j'avais eu 3 ans de training, je vous aurais sûrement dit, bah oui, c'est très bien, vous allez pouvoir progresser sans problème, etc. etc. C'est une très bonne routine, ça va le faire. Maintenant, avec 12 ans, je vous dis possiblement oui, mais pareil, pour qui? Pourquoi? Pour combien de temps? Je ne peux pas vous dire, tout simplement parce que vous êtes tous différents, vous avez tous vos points forts, points faibles, et qu'il vous faut un training, encore une fois, adapté. Je vous vends pas du rêve, en fait, c'est ça la différence entre certains, entre les autres et moi, c'est que je ne vous vends pas du rêve. Ça, c'est à la mode, c'est une chose, ça va fonctionner pour certaines personnes, mais encore une fois, ce sera une minorité d'entre vous. Vous aurez tous besoin d'un training spécifique à vos problèmes, à votre longueur de muscle, à votre longueur osseuse, pour pouvoir progresser, encore une fois, sur le moyen et long terme. Tout est là, hein, parce que le but, c'est de progresser sans se blesser. Pour la plupart d'entre vous, je vais pas vous mentir, vous me regardez là, mais on en a discuté dans le canal entre vous et moi, enfin j'en ai discuté parce que je parle souvent tout seul. Il y en a beaucoup d'entre vous qui me regardent actuellement, mais dans 5 ans, vous aurez stoppé la muscu. Pourquoi? Parce que la musculation, passer un certain stade nati, ça demande, encore une fois, beaucoup, que ce soit nati ou pas, hein, mais ça demande beaucoup de discipline, et pour beaucoup, vous n'aurez pas envie de vous lancer là-dedans, tout simplement parce que vous n'avez pas, ce n'est pas forcément votre grande passion, et que vous avez tout simplement un cercle social qui est bien différent du mode de vie d'un bodybuilder, tout simplement, que vous soyez nati ou pas. Hein. L'anatomie joue aussi sur les machines guidées. Alors évidemment, bien sûr que oui. C'est même là la grosse problématique, c'est beaucoup de machines sont guidées, oui, ça c'est sûr, mais il y en a peu qui auront les bons réglages. Et j'espère aussi un jour avoir les moyens de créer ma propre marque de machine, ce serait merveilleux. Avis sur le neurotype. Après test de Thibaudeau, je suis un A. Faut-il que je m'entraîne uniquement lourd? Alors, je ne vous parle pas de neurotypage, tout simplement parce que je n'ai pas encore assez de recul, ni même les connaissances, tout simplement, pour vous en parler de façon sûre, en fait, tout simplement. Donc en ce moment, toutes mes recherches sont basées là-dessus. J'essaye de trouver pas mal d'infos, mais je vous cache pas que c'est comme tout, ça va prendre énormément de temps. Donc le jour où je vous parlerai de neurotype, c'est que je commencerai, à mon sens, encore une fois, à maîtriser le sujet. Hein, il y a très peu de monde qui le font. Le principal, évidemment, c'est Thibaudeau, et ce mec-là a, je crois, un minimum 30 ans de training. Donc voilà, c'est encore une fois, moi j'ai 12 ans, mais les gars, Thibaudeau, il a le double. Donc c'est encore un niveau bien au-dessus. Les connaissances et l'expérience qu'il a pu accumuler, c'est quelque chose qui ne s'achète pas. Donc vraiment, avant d'avoir son niveau d'expertise, non, bah tout simplement, il va me falloir le double d'années que je possède actuellement. Donc vraiment, je fais ce que je peux, mais l'expérience, malheureusement, ça ne s'achète pas. La fourchette de série idéale, et ben là, il va falloir voir le petit Loukoum, hein, qui a mangé un petit peu son somme, sous prétexte qu'on est dopé, on ne sait rien. Mais donc a priori, tu peux faire entre 4 et 7 reps partout. Et puis le temps sous tension, ça n'existe pas. Donc on s'en bat les couilles. Il n'y a que la tension mécanique qui existe. Donc fais des répétitions très courtes, enfin, des séries très courtes sur absolument tous les exos. Évidemment, je déconne, c'est pas ça. La science, pour le coup, a bien prouvé que c'était entre 6 et 30 reps. Alors, dernière question. Excentrique rapide, team Gundil ou contrôlé, team quasi tout le monde? Alors, je sais pas si t'as remarqué, mais Gundil, il contrôle. Hein. Il contrôle, certes, elle est rapide, il la retient, mais il la retient avec contrôle. Et vous devriez tous faire ça, à mon sens, puisque je suis entièrement d'accord avec lui. Lorsque vous voulez sauter haut, hein, vous ne vous baissez pas tout doucement. À partir de là, en sachant que plus vous êtes explosif, plus vous recrutez d'unités motrices, il n'y a pas de débat, il va falloir exploser. Pour exploser, il faut emmagasiner de l'énergie. Donc si tu descends doucement, tu vas pas emmagasiner grand chose. Bon les gars, nouveau suite Iron Legacy, hein, je leur fais de la pub parce que vraiment Michael, celui qui gère ça, me fait extrêmement plaisir. Alors encore une fois, je suis pas en partenariat, hein, mais il m'envoie ses produits. Je vous le dis, hein, il m'envoie ses produits gratuitement, il n'y a pas de secret entre vous et moi. Et c'est ultra quali, donc je suis pas payé pour vous le dire, mais justement, je vous le dis, je suis pas payé pour vous le dire, c'est ultra quali. Donc évidemment, ça va vous coûter un petit billet si vous venez de France, mais je peux vous garantir que ce suite là, il va vous faire 20 ans. Donc vraiment, je te fais de la pub, parce que c'est un grand plaisir. Semaine prochaine, enfin, retour en salle. D'ici là, on se voit dimanche prochain. Are you listening? Damn.
Yeah.